Avec cette vidéo, je vais rompre avec les centaines de vidéos qu'il y a sur ma chaîne. En tout cas avec 90%. J'aurais dû faire ça il y a un moment. Mais vraiment, c'est le moment de le faire. Euh, pour moi, le coaching de performance, le coaching exécutif, le jeu auquel j'ai joué les dernières années, c'est grosso modo des conneries. Ça a son utilité. Mais c'est trop ancré sur de la stratégie, sur de la technique. Une nouvelle fois, qui peuvent être utiles comme des béquilles quand on est blessé. Mais comme quand on est blessé, si on t'enlève les béquilles et que tu as toujours mal à la cheville, le problème n'est pas résolu. J'ai envie de te partager vraiment tout ce que j'ai appris, j'allais dire les 7 dernières années d'entrepreneuriat, mais je pense que c'est même bien plus avant ce que je fais sens de choses que j'ai compris avant. Et je veux te partager ce qui a vraiment fait sens pour moi, ce qui fait sens pour mes clients, ce qui marche, en fait. Hier, j'avais une conversation super intéressante avec un gars génial. Et en fait, à chaque fois que les conversations vont suffisamment en profondeur, on en revient à un seul truc. Toujours le même point. C'est qui est-ce que je suis? C'est quoi mon identité? La personne dont je te parle, c'est le fondateur d'une très belle entreprise. Et quand on a commencé à parler, il avait vraiment cette question de se dire, c'est quoi mon identité sans cette entreprise que j'ai fondée les 25 dernières années? Et en fait, ça me renvoie à des questions que beaucoup de clients m'ont posées. Je suis qui sans cette entreprise pour laquelle j'ai travaillé les 10, 15, 20, 25 dernières années, où j'ai tout mon réseau pro, tout mon réseau perso aussi, où j'ai dédié 60, 70 heures par semaine. Je n'ai pas compté mes heures et je me rends compte que je me suis complètement mis de côté. Je suis qui sans ça? C'est une question que personne ne veut se poser. Parce qu'en fait, elle demande de la profondeur. Elle demande de s'arrêter et elle implique d'autres questions. Pour ça qu'hier, on a pris 2 heures pour avoir cette conversation. Pour moi, ces conversations, elles sont indispensables. Parce que ce qui crée la tension, ce qui crée le mal-être, c'est tout ce à quoi on résiste. Et souvent, on résiste à ces questions. On résiste au temps qu'on n'a pas pris pour soi. On résiste aux choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne fait pas parce que on invente une histoire derrière. Et je veux vraiment être clair, j'ai pas de leçon à donner là-dessus. Euh, j'apprends. J'apprends à chaque conversation avec mes clients. Chaque fois, je me rends compte, c'est assez drôle d'ailleurs, que c'est un miroir de choses que je dois apprendre, qui me reste à éclaircir, ou que je pense avoir éclairci, mais que je me rends compte que c'est pas totalement le cas. Des choses que j'aborde avec mon coach, où je me rends compte que c'est le même fantôme, le même monstre, mais déguisé d'une manière différente, qui a mis un costume différent. C'est toujours intéressant, mais ça montre que le monstre est toujours là. Et par monstre, je parle pas d'un truc à abattre. Il y a un truc qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le travail des ombres, qui est dérivé du travail de Carl Jung, de shadow work. C'est instrumental comme type de travail. Je sais que le coach John Patrick Morgan a travaillé beaucoup dessus. Et mon coach travaille dessus d'une certaine manière. Mais ce que je trouve, c'est pas que je trouve, c'est pas un avis personnel. Là où on se plante, c'est que on part de l'idée qu'il faut tuer cette ombre. Alors que l'idée, c'est juste, ou l'intégrer. Comme quoi, il y a un truc à faire par rapport à ça. Mais le jeu ultime dans la vie, je me rends compte que c'est juste remarquer. To notice. Il y a un super bouquin de Will Keeper, je crois, qui s'appelle The Power of Noticing. Et wow, putain, ce livre est génial juste à travers son titre, parce qu'effectivement, il résume toute la condition humaine. Tous nos problèmes, toute notre souffrance, toutes nos douleurs, ce sont des trucs qu'on ne veut pas remarquer. Parce qu'on est comme ça, on est fermé.
On se met des œillères. Parce qu'on ne veut pas ressentir les émotions désagréables. Je parle même pas d'émotions positives ou négatives, c'est des conneries. Il y a des émotions désagréables, il y a des émotions agréables, c'est tout. Et on est souvent très à l'aise avec le fait de ressentir des émotions agréables. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années, je me soigne, ça va mieux maintenant, mais à accepter les compliments. Et, euh, et c'est une émotion positive, quelque part. Mais pour faire ce parallèle, parce que j'ai plein de clients qui ont du mal à accepter les compliments, qu'est-ce que ça veut dire sur nous? Rien. Ça veut rien dire sur le moi fondamental. Sur mon essence spirituelle, mon essence divine, mon essence énergétique, on peut appeler ça comme on veut. Mais le moi qui est là, qui est sage, qui sait ce qu'il veut. Et on a tous cette partie en nous. Si tu as des enfants, ou tu vois régulièrement des enfants, eux ils sont connectés à ça, tout le temps. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de problèmes fondamentaux. Ils tombent, ils se relèvent. Ils ont peur, ils n'ont plus peur. Ils agissent. Ils sont connectés à cette sagesse constante. C'est pour ça qu'on dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ouais, parce qu'ils n'ont pas les histoires que les adultes leur ont imposées, qui ont créé une déformation de la réalité. Ou plutôt une perception précise de la réalité, orientée de la réalité plutôt. Et nous, ça on le perd avec l'âge. Il y a cette partie, cette essence voilà, divine, spirituelle qui est là en nous. Et il y a notre ego, en tout cas ce qu'on appelle l'ego. Mais c'est pas un truc qui existe. Si je te coupais en deux et que je te demandais de montrer où est ton ego, tu ne trouverais pas. L'ego, c'est une cumulation d'histoires dans lesquelles on a cristallisé nos peurs. J'aurais aimé savoir ça avant d'essayer de tuer mon ego, de le tamer, le calmer, le temporiser, le mettre de côté, faire sans lui, le faire taire. Parce qu'il y a une loi physique, c'est ce à quoi tu résistes persiste, c'est les forces opposées. Si je te pousse dans la main, mécaniquement tu vas pousser dans l'autre sens. Et en fait, ce jeu de force, de contrebalance, on le fait systématiquement, on le fait avec tout. On le fait avec nos émotions. Ça se verbalise à travers les il faudrait que, ce qui veut dire que je ne le fais pas. Je devrais, qui veut dire la même chose. Mais les choses ne devraient pas être comme ça. Une nouvelle fois, t'as la réalité, t'as toi, et tu pousses contre la réalité. La réalité, elle est brute. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, le seul truc que tu peux faire pour te sentir en paix, c'est l'accepter le plus vite possible. Et l'accepter, c'est juste en fait ça. C'est arrêter de résister. Ça veut pas dire qu'elle va te rentrer dans la gueule. Ça veut dire qu'en fait, si tu pousses, elle repousse, mais si tu arrêtes de pousser, elle va faire son truc. Et mécaniquement, en fait, plus de grippe, elle va tomber. C'est un truc que j'apprends en Aikido cette année. C'est le concept d'être Awase, Awase Musubi. C'est-à-dire de pas lutter lorsqu'il y a un coup, mais d'épouser ce coup. Parce que le meilleur moyen de déstructurer l'adversaire, c'est pas de lui rentrer dedans avec de la force. Parce que là, en fait, à ce jeu-là, c'est toujours le plus fort qui remporte. Et si on fait le parallèle avec toi versus l'univers, ce sera toujours l'univers qui remportera, parce que toi, t'es qu'un pauvre être humain paumé au milieu d'une galaxie, d'un univers sans limite. C'est ce qu'on est. Et on essaye de se battre contre tout ça. Mais dans le concept d'être Awase, Awase Musubi en Aikido, il y a vraiment cette idée de dire la personne arrive avec de la force. Parce que l'idée c'est qu'elle va t'attaquer, elle t'envoie un truc. Mais si toi tu arrives à épouser ce mouvement et à faire de sa force, à l'emporter, tu la déstructures. Donc mécaniquement elle va perdre l'équilibre. Et c'est beaucoup plus facile de bouger par exemple une armoire gigogne si tu la mets sur un pied et là tu peux la faire tourner d'un doigt ou juste la pousser une fois qu'elle est en déséquilibre et elle tombera même si elle pèse 300 kg. Que d'essayer de la pousser à plat de toutes tes forces. Mais on fait pareil avec nos émotions. On est en constante résistance. Constante résistance avec ce qui se passe à l'intérieur, avec je ne devrais pas penser ça, je devrais penser autrement, je devrais ressentir quelque chose de différent, je devrais ressentir quelque chose de différent, je devrais penser des choses différentes, je devrais avoir des choses différentes autour de ma vie devrait être différente. Et c'est ce narratif qui nous fout en l'air. C'est ce narratif qui fait que quand j'étais en banque privée, je parlais avec des personnes qui étaient totalement insécures alors qu'elles avaient des millions sur leur compte. C'est ce narratif qui fait que j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent putain, il y a tout qui foire dans ma vie et que quand on regarde en fait, il y a techniquement 2% qui foire. Mais vu que le focus, il est focalisé uniquement dessus, ces 2% deviennent toute l'expérience intérieure.
c'est pareil pour moi. Comme je dis, j'ai rien à apprendre ici. Là, je fais que transmettre ce que je vois comme être vrai, en tout cas à travers ma réalité. Il y a cette essence divine, cette essence spirituelle qui est là, qui nous compose tous, qui est inaltérable, qui est toujours là, à laquelle on peut toujours revenir. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le petit moi avec un M majuscule, le small self, dans le bouddhisme, l'ego, à travers la culture psychologique, clinique européenne, les travaux de Jung, Adler, Freud. Mais tout ça, c'est juste une cristallisation de nos peurs. Ce qu'on appelle notre ego, c'est juste une cristallisation de comportements qui, avec le temps, se sont créés pour empêcher qu'on ait peur de certains trucs. Ça peut paraître peut-être flou ce que je partage, mais c'est très 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 concret. Parce que dans le réel, au quotidien, on joue tous à des jeux cachés. Absolument tous. Nos vies sont des grands jeux qui sont dominés par des règles internes et cachées. C'est ça toute la particularité et la différence avec un jeu vidéo. Un jeu vidéo, il y a un but. Nous aussi, on a des buts, on se fixe des objectifs. Mais dans le jeu vidéo, souvent, on va te donner les règles. On va te dire, ok, si tu veux jouer, alors je dis jeu vidéo, mais ça peut, si tu veux jouer au basket, si tu veux jouer au foot, si tu veux jouer à Counter-Strike ou des jeux de voiture, tu as des règles. Tu dois finir en temps de temps, tu dois pas prendre cette route, tu dois pas aller dans le sens inverse, tu dois pas tuer tes alliés. On sait donc, très vite, on sait sur quel pied danser. Même si le jeu techniquement devient dur, on a les règles. La différence avec le jeu réel, le jeu humain, c'est que nous, ces règles, on les a construites dans l'enfance, pas parce qu'on le voulait, parce qu'à un moment, elles nous ont protégés émotionnellement, elles ont répondu à un besoin émotionnel, un besoin de protection. Parce qu'à plusieurs moments, on a vécu des choses qui nous ont fait ressentir des émotions tellement fortes quand on est gamin, qu'on n'a pas su gérer intellectuellement. Simplement parce que notre cerveau n'est pas assez mature, donc il n'est pas capable. Donc on va créer des comportements automatiques qu'on va mettre en place pour parer en cas d'éventualité à ces dangers. Qui peuvent être de réels dangers psychiques ou physiques, clairement. Moi, le travail sur mon système nerveux est hyper important. Et quand on me pose la question de pourquoi est-ce que c'est si essentiel pour toi de te sentir bien, de valoriser la paix, de valoriser la présence, de valoriser les émotions, parce que quand j'étais petit, il fallait que je scanne les pièces avant de rentrer. Mes parents n'étaient pas violents physiquement, dans ma famille les gens ne sont pas violents physiquement, mais ils ont un tempérament très très chaud. Surtout de la... Bon non, en fait non, j'allais dire surtout du côté de mon père, mais c'est pas vrai. Donc il fallait toujours marcher sur des œufs, toujours faire attention, savoir si la personne était de bonne humeur ou pas. Parce que les réactions pouvaient être violentes. Une nouvelle fois, pas physiquement, mais très intenses. Et donc, quand t'es tout le temps sur le qui-vive, t'es comme ça. Et je me rends compte que dès que je suis stressé, je suis comme ça, littéralement, j'ai les épaules haussées et courbées vers l'avant. On est souvent tous comme ça. Mais moi, en parallèle, on m'a très vite dit que j'étais hyperactif, je faisais beaucoup de bruit, je prenais beaucoup de place, je faisais beaucoup de crises, je m'arrêtais jamais. Dans l'environnement où il ne faut pas dépasser, ça faisait tâche. Et donc petit à petit, je me suis rétréci. J'ai rétréci ce que je disais, j'ai rétréci ma voix, j'ai rétréci l'intensité, j'ai rétréci ce que j'avais la capacité à dire ou de pas dire, ma capacité à faire, ma capacité à bouger, marcher sur les pieds, respirer doucement. C'est autant de trucs que j'ai modifiés dans mon comportement dans l'enfance. Et ça, en fait, avec le temps, on ne le voit plus. Ça devient un script automatique. Tu agis systématiquement et automatiquement, de manière automatique. Ça paraît logique. Mais ça devient une règle du jeu. J'ai envie de faire ça. Wow, mon objectif, c'est de développer un super business, c'est de gravir les échelons dans cette entreprise, c'est de faire ça. Mais ce que tu vois pas, c'est que cette envie, elle est constamment mise en confrontation avec ces jeux internes, ces jeux cachés, ces règles du jeu sous-jacentes. Et l'idée, c'est pas de résoudre, c'est pas de faire un travail profond sur soi. L'idée, c'est pas de tuer le monstre ou décapiter le dragon. L'idée, c'est de remarquer
le pattern, remarquer le script. Et quand on le voit, de ne pas résister. Parce qu'en fait, c'est une stratégie gagnante. On le fait parce que ça nous apporte quelque chose. Le fait, moi, de me recroqueviller, d'être plus petit que ma taille, alors je suis quasiment 1m90, et je remarquais que même les gens me rentrent dedans parce que je me pousse quand je les vois. Vraiment, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Je suis pas vu. Quand je suis pas vu, je suis en sécurité. Peut-être que ça te parle, mais des patterns comme ça, on en a tous, des dizaines. Tous, sans exception, sans différenciation liée à la race, à l'idéologie, au sexe, à n'importe quoi. Est-ce que je suis dans une famille riche, une famille pauvre? On a tous ces deux parties de nous. Cette partie souveraine, qui souvent avec le temps se contracte, et cette partie automatique, scriptée, qui nous fait jouer à un jeu mais inconscient. Ça va être le jeu de la reconnaissance, ça va être le jeu de prouver sa valeur, ça va être le jeu du perfectionnisme, ça va être le jeu d'être le plus beau, le plus fort, la plus belle, la plus forte, le jeu du plus intelligent ou de la plus intelligente. C'est autant de jeux qui nous apportent des choses, mais qui ont toujours un coup caché. Ce coup caché, ça peut être de ne pas arriver à ses ambitions, ça peut être de se sentir toujours dévalorisé, de se sentir jamais écouté, de se sentir jamais vu, de se sentir incompris, de se sentir jamais assez. Et quel que soit le niveau d'ambition, que ce soit en banque privée ou dans mon activité de coaching, j'ai parlé avec des personnes qui démarraient l'entreprise, j'ai parlé avec des personnes qui vendaient l'entreprise des centaines de millions. Et c'est fascinant de voir en fait les similarités. On se dit que la personne qui a 100 millions sera bien plus en sécurité que celle qui démarre. Totalement faux. Les insécurités, elles sont juste différentes. Mais à un moment, en fait, elles sont exacerbées. Les personnes ont joué à des jeux différents, à des niveaux différents. Mais il y a un truc qu'on ne nous dit pas, c'est que quand on arrive à la fin d'un objectif, l'objectif, il n'est plus là. Et que ce soit chez les sportifs, que ce soit chez les dirigeants, que ce soit chez les personnes, même lambda qui partent à la retraite et qui ne l'ont pas préparé, il y a un putain de sentiment de vide et une décorrélation identitaire qui se crée à ce moment-là. On m'avait dit, quand tu quitteras la banque, tu verras ton étiquette de directeur, même si tu as 29 ans, elle ne te servira plus à rien. Je ne le croyais pas vraiment. C'est ce qui s'est passé. Après, est-ce que ça s'est passé parce qu'on me l'a dit et j'ai cru ça? Ou est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai vu concrètement, c'est qu'il y a pas mal de personnes à qui j'écrivais, ils me répondaient tac au tac quand j'étais directeur dans une banque privée, et que le jour où je l'ai plus été, j'ai plus jamais eu une réponse. Parce qu'en fait, à un moment, tu deviens le personnage. Et je crois que c'est Jack Canfield qui disait que si à un moment, en fait, on sait intuitivement ton métier en te regardant, c'est que tu es trop identifié au caractère. Moi, j'étais le genre de gars, quand j'étais dans la banque, on m'arrêtait dans la rue pour me donner des CV. En me disant, je vois que vous êtes banquier, est-ce que vous recrutez? Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, une fois à Grenoble, une fois à Lyon, et quand j'y vais à Lille 2 ou 3 fois. Sur le coup, ça me faisait rire, mais je sais que ça me faisait... Il y avait une contraction avec le temps. Maintenant que j'ai le recul, il y avait une contraction qui se crée de dire, ouais, c'est quoi le délire? Ça se voit tellement ça. Il n'y a pas que des banquiers qui sont en costume pourtant, il y a plein d'autres personnes. Non, je transpirais ça. Et effectivement, pour moi, quand j'ai quitté le monde de la banque, j'ai fait une rupture sur ça. Et j'ai remis mes Vans, ma casquette, mes shorts, mes t-shirts. Mais j'ai repoussé tout ce personnage, alors qu'il y avait aussi des bons côtés. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de tuer le monstre. Je me rendais compte à ce moment-là de la corrélation identitaire qu'il y avait. Où j'étais engagé dans ce personnage. J'étais pas juste impliqué. J'étais vraiment engagé. C'était vraiment plus une partie de moi, je m'étais perdu dans le personnage. Comme si Christian Bale était persuadé qu'il était Batman pour de vrai, qu'il pouvait pas sauver Gotham City et que ça l'empêchait de dormir la nuit. Alors que c'est qu'un rôle pour un film. Je sais pas si ça te parle. Mais quelque part, pour beaucoup, en tout cas beaucoup de personnes ambitieuses avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'ai des conversations, ont ce truc collé. Et c'est ce qui crée de la friction dans leur vie.
parce qu'elles ont l'impression de ressentir et même des fois de vouloir juste des choses qui sont pas normales parce que pas en adéquation avec ça. Et c'est là où vient les j'ai pas besoin d'eux, ou je devrais pas vouloir ça. C'est ce que Byron Katie dit, on peut se battre contre la réalité, c'est pas un problème. On a juste 100% de chance de perdre. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas où cette vidéo mène, mais c'est les sujets que je travaille. Moi, personnellement, parce que je me rends compte qu'il n'y a rien à tuer, il n'y a rien à décapiter, il n'y a rien à brûler, il n'y a pas d'ombre à illuminer, à éclairer. Il y a juste à remarquer. Remarquer quand il y a un truc qui se contracte dans mon corps. Quand j'étais gymnaste, ça me paraissait normal d'être constamment connecté à mon corps, à comment je bouge, à ce que je ressens, à être blindé physiquement. Quand je suis passé dans l'univers corporate, c'était plutôt une structure très politique. Donc tu te blindes derrière un masque, derrière un costume littéralement. Et j'ai joué à ce jeu, dans lequel j'étais bon, mais dans lequel je me suis complètement perdu. Et j'ai créé ma boîte il y a 7 ans. Et je me suis confronté à tout ça. À cette envie de penser que ma valeur, c'était parce que j'étais grand, costaud, toujours avec cette idéologie, cette identité, pas une idéologie, cette identité d'athlète, mais en costume 3 pièces. Et que dès que j'étais pas parfait, ça voulait dire que j'étais, à l'inverse, nul à chier. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comme ça que je me parlais. Très dur en termes de langage. Mais on crée notre réalité intérieure avec le langage. Ça, c'est un truc que j'aurais voulu savoir plus tôt aussi, et que je bosse beaucoup avec mes clients. Comment est-ce qu'on crée notre monde? Comment est-ce qu'on crée notre expérience au travers des mots qu'on utilise, verbalement, parce qu'on est toujours les premiers à entendre, ou dans notre tête? Tous les non-dits, toutes les contradictions, tout ce qu'on s'empêche de vivre. Ah, je ressens ça, et au milieu, on va mettre un mais. Là, je suis heureux, mais hier, je l'étais pas. Ce qui veut dire que je suis pas totalement heureux. C'est bateau comme réflexion. Mais tous les mais qu'on met dans nos phrases sont des contradictions, des injonctions à soi-même, où on s'empêche quelque chose. Comme quelqu'un qui te fait des louanges pendant 20 minutes, je pourrais passer 20 minutes à te faire des louanges, je dis mais ce matin, j'ai remarqué, ces 20 minutes, elles servent plus à rien. J'ai tout effacé avec un seul mot, une injonction. En pensant que les deux ne peuvent pas exister. Et c'est ce qui fait flipper la plupart des personnes quand elles entendent un mais. Intuitivement, tu sais que quand on te dit un mais, il y a un truc qui se contracte. Ou le fameux mais, le problème, c'est que tu as vu plein de bonnes choses, et poum, l'intellect se remet en place. Mais le problème, c'est que, mais ça ne marchera jamais parce que. Alors que ce qu'on veut, c'est pas des mais, c'est des et. C'est créer des. Pour moi, c'est une grande forme d'intelligence. J'ai encore du mal avec ça. En tout cas, c'est pas totalement automatique. Mais pour moi, une vraie intelligence, quand je vois des personnes et je me dis, mais ces personnes, elles sont incroyables, c'est des personnes qui arrivent à vivre avec deux paradoxes. Enfin, deux réalités paradoxales en même temps. En ce moment, moi qui me suis séparé il y a 4 mois, c'est d'un côté, je suis très bien. D'un côté, mon ancienne vie me manque. Et je pourrais être très tenté de mettre un mais au milieu. Et c'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, il y a ces deux réalités qui sont là en même temps. Et que je peux vivre, j'ai le pouvoir de vivre avec les deux. J'ai le pouvoir de vivre avec les deux. J'ai le pouvoir d'avoir, comme quand j'ouvre un carnet, il faut que je choisisse la page de droite ou la page de gauche. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous, à écrire comme ça. Mais je peux très bien écrire une ligne en travers. Et lier les deux. Ou écrire des choses ici, créer des choses ici, et faire des flèches qui relient la page de gauche et la page de droite. C'est pas parce qu'on voit deux choses duelles qu'on doit vivre dans cette dualité. On peut vivre avec des paradoxes. Et vivre avec des paradoxes, c'est extrêmement apaisant. Se rendre compte que on peut être extrêmement gentil, extrêmement dur à la fois. Qu'on peut être extrêmement fort d'un côté et extrêmement vulnérable d'un autre. Que chaque force, en fait, a une ombre, a un revers, a un côté un peu plus diabolique qui nous coûte. Mais une nouvelle fois, revenir à ce pouvoir de remarquer les choses.
et raccourcir ce temps entre le moment où l'automatisme se déclenche, l'action qu'on est en train de mettre en place, et le moment où on remarque qu'on est en train de tomber dans le même piège, que c'est une formule gagnante qui nous apporte des choses, mais qui nous coûte beaucoup, quand on est clair sur ce que ça nous rapporte, ce que ça nous coûte, et qu'on est clair sur le jeu auquel on veut jouer, nous, consciemment cette fois, on est capable de créer. Parce que c'est qui l'on est à la base. On est tous des créateurs. On est là pour créer. Quand on est gamin, on fait que créer. Je suis persuadé que si tu vas dans une classe de maternelle et tu demandes à des gamins qui est un artiste ici, t'as toutes les mains qui se lèvent. Moi, regarde mon dessin, regarde ma sculpture, regarde ce que j'ai fait. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas d'idées préconçues, il n'y a pas de personnes qui vont dire ah non mais moi, tu sais, bon, j'ai du mal avec l'assortiment des couleurs, ou ah ma rosace. Non, les gamins sont des artistes. Et quand tu passes les 5-6 ans, que tu commences à arriver en CP, il y a peut-être la moitié des mains qui vont se lever. Arrivé en CM2, je pense qu'il y a peut-être plus qu'un quart, un cinquième. C'est des stats que je donne au doigt mouillé, mais faudrait voir. Et alors là, tu arrives dans un comité de direction et tu dis qui est un créatif ici. Il y a peut-être le responsable directeur de la communication qui va lever sa main, et encore peut-être qu'il assumera même pas à ce niveau-là. Et c'est Marion de la compta qui va regarder son ami Julien qui dira bah non, lui, directeur de la communication, lui c'est un créatif. Ah, mais tais-toi, oh, chut. On n'assume pas ce côté créateur. Alors qu'on est là pour ça, on est là pour créer. Et de toute manière, on crée en faisant rien. On crée en faisant. On crée pas forcément ce qu'on veut, dans un premier temps, mais on est constamment dans une dynamique créative. Et on crée à travers nos mots. L'expérience qu'on a de nous-mêmes, c'est égal à l'expérience qui sort des mots de nos têtes. La manière dont on se parle, la manière dont on se voit. Est-ce qu'on se juge ou est-ce qu'on est plutôt cool avec soi-même? Ce qui ne veut pas dire condescendant, indulgent ou laxiste. Mais de se dire, ok, je peux merder, ok, j'ai le droit de snapper des fois, de ne pas y arriver. J'ai le droit d'être fatigué. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Parce qu'a priori, en fait, juste, je le ressens. Et si je le ressens, c'est que c'est là. Et si c'est là, le seul truc que je veux, c'est pas le repousser comme un ballon que je mets sous la flotte, parce que le ballon ne disparaît pas, et ça me coûte de l'énergie de le laisser sous la flotte. Mais j'ai envie d'interagir avec ça, de le laisser vivre. Parce qu'en fait, plus tôt je vais le faire, plus vite cette énergie va circuler. En fait, le lâcher prise, c'est que ça. C'est se dire, ok, il y a un truc qui est en train de m'arriver, je mets pas le point. Ou je mets, mais j'absorbe. Awase Musubi, en Aikido. J'absorbe, je laisse passer. J'ai pas envie de lutter, parce que sinon je stocke. C'est ça les douleurs qu'on a. Quand j'ai des clients qui me disent comment tu vas, là, j'ai la nuque raide, ah, j'ai mal au trapèze, ah, j'ai mal au bas du dos, j'ai les hanches bloquées, je me sens un poids sur la... Ouais, qu'est-ce que t'as pas dit récemment? Quelle vérité t'est venue lors d'une conversation et que t'as pas partagée? Ça peut être un truc qui s'est passé la veille, pour certaines personnes, c'est peut-être des trucs qui ont duré des années. Avec un client, on a libéré un poids de 30 ans. Parce qu'en fait, il y a une conversation avec son père qu'il n'a jamais eue. Et il s'est rendu compte que cette conversation avec son père menait à une autre conversation avec sa mère qu'il n'a jamais eue. Ça demande du courage de rebattre les cartes. Mais le fait d'avoir ce genre de conversation, et je sais que moi, quand je l'ai fait, avoir mon coach à côté, c'était une aide incroyable, un soutien incroyable. Pas en mode « Allez, go Tiger, tu vas y arriver !» Non, juste savoir qu'en fait, tu as passé un accord avec quelqu'un, tu as dit à quelqu'un que tu allais faire ça et qu'à un moment, tu es obligé de te regarder dans le miroir. Et tu sais que tu le fais parce que tu en as envie. Même si ça fait peur, tu peux faire des choses qui font peur. Mais le fait de faire ça crée un vide, ça rebat les cartes. Et souvent, on a une vision très déformée de la réalité. J'ai cette image qui me vient. Ce client en particulier, ce qu'il a fait passer à l'action, c'est que je lui ai dit un jour, j'ai un ami qui faisait ce travail avec son coach. Et il m'a dit, Quentin, t'imagineras jamais ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte, en travaillant avec mon coach, qu'en fait j'en voulais beaucoup à mes parents. Parce qu'en fait, ils étaient jamais présents pour moi lorsque je faisais des matchs de foot. Et que moi, les matchs de foot, c'était quelque chose qui me tétanisait. J'avais l'impression de jouer ma vie. J'avais pas envie d'y aller. J'ai l'impression d'être jugé par les membres de mon équipe. Et mes parents n'étaient pas là.
Et il a passé cet accord avec son coach, après avoir pris conscience de ça, après avoir remarqué qu'il y avait ce pattern, qu'il y avait ce script. Et il allait voir ses parents. Et ses parents, quoi? Mais bien sûr qu'on était là à tes matchs. Tu ne crois pas? Regarde. Et son père ou sa mère sont allés chercher des albums photos de ces matchs. Et ils lui ont sorti des putains de centaines de photos de ses matchs de foot de quand il était jeune et quand il était jeune ado. Il en avait aucun souvenir. Je trouve ça marrant. Ironique, plutôt que marrant. Lui, ça lui a réécrit son histoire, réécrit son rapport à ses parents, et réécrit toute la dynamique relationnelle qu'il a pu avoir après, avec d'autres personnes. Juste en se disant, putain, c'est pas parce que je m'en souviens que c'est vrai. Comme moi, je sais que j'ai été champion de France de gymnastique, mais vu que j'étais dans ma tête un éternel numéro 2, je n'ai pas ma médaille. J'ai retrouvé d'autres médailles d'argent, de bronze, tout ça, mais je sais que celle-là, je ne l'ai pas. Je me souviens avoir été champion de France fédéral, ça très très bien, parce que ça me permet d'accéder au championnat de France élite senior. Et j'étais super heureux ce jour-là. Et je sais qu'une année, j'ai été champion de France élite senior. J'en ai aucun souvenir. Parce qu'au fond de moi, il y a toujours ce script de se dire, t'es pas assez. Et avec le temps, avec le travail que j'ai fait, je sais que je suis parfait, entier, complet. Ça depuis le début, cette partie divine, spirituelle qu'on a tous. On l'est absolument tous, c'est incassable. Qu'on nous traite de malade mental ou pas, qu'on soit diagnostiqué en termes de maladie mentale ou pas, on est tous entiers, parfaits, complets à ce niveau-là. Ce qu'il faut après, c'est ce qu'on pense et à quel point on croit ce qu'on pense. Mais dans mon cas, et dans le cas de mon ami, le fait de penser qu'on ne mérite pas l'attention des autres, parce qu'on n'a pas assez de valeur, parce qu'on n'est pas assez impeccable, parfait, c'est un truc qui drive tout ton comportement derrière. Toute ta vie, toutes tes relations au travail, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec n'importe qui. Tu deviens un réacteur plutôt qu'un créateur. Comme je te le disais, on est tous des créateurs à la base, absolument tous. Tous, tous, tous. Et il y a ces scripts qui se mettent en place. Et ces scripts, ils nous font réagir. C'est ce que fait une réaction automatique, parce qu'une réponse n'est pas une réaction. Une réponse, c'est quelque chose de conscient. Je te réponds après avoir pesé les mots qui sont sortis de ta bouche. Je vais répondre consciemment. Réagir, c'est pas réfléchir. C'est opérer automatiquement. Ça apporte un certain soulagement à l'instant T, et une dépense faible en énergie. Mais ça apporte systématiquement le même résultat, ça entraîne systématiquement les mêmes réactions, ça entraîne systématiquement les mêmes comportements des personnes en face de toi, tout le temps. Et on n'est qu'à une réponse différente, de réponses différentes des personnes. Quand je me mets à parler différemment aux personnes, quand j'arrête de réagir, que je respire, que je me pose, et que consciemment je réponds, je peux briser toute une chaîne relationnelle. C'est une dynamique qui est fascinante. C'est une dynamique que j'adore creuser avec mes clients. C'est pas de la performance, c'est pas de l'executive coaching. C'est aller au cœur des choses. Pas de te dire, t'as besoin maintenant de 30 minutes de respiration Wim Hof ou de protocole de cohérence cardiaque ou de machin ou de méthode de visualisation anti-stress parce que t'es dans un environnement extrêmement stressant pour le reste de ta carrière, le reste de ta vie. Non, c'est de voir c'est quoi ta relation à ça. C'est quoi ta relation à tes pensées. Quelles pensées tu crois vraies sur toi, hein. Tes pensées furtives. Je suis nul. Je gère pas bien l'argent, ou je mérite pas ça. De toute façon, les gens sont méchants avec moi parce que j'ai toujours été naze. Hein. C'est toute petite voix en fait qui tourne et qui avec le temps répète, répète, répète tellement qu'on l'entend plus, mais qui drive tous ces comportements sous-jacents, qui fait que quelque chose va être extrêmement stressant pour certaines personnes, pas du tout pour d'autres.
parce que le dialogue interne est différent. La relation, les croyances qu'on a autour de telle ou telle situation sont différentes. Et c'est extrêmement libérateur. C'est un travail qui est extrêmement libérateur. C'est le travail que je fais avec mes clients. Je pense que cette vidéo, je la fais pour moi, pour me clarifier, pour partager aussi ce qui est vraiment important, mais aussi pour vous, pour clarifier ceux qui regardent, de se dire, ok, qu'est-ce qui fait ce gars là depuis 7 ans? Parce que j'ai des collègues de banque qui me posent encore la question, mais tu fais quoi concrètement? Vous êtes sérieux? Ça fait 7 ans que j'ai écrit 4 bouquins, j'ai fait 3 podcasts avec des centaines d'épisodes, j'ai fait des milliers de posts sur LinkedIn, des articles, des newsletters. Vous savez toujours pas ce que je fais? Ça, c'est le petit moi qui dit, c'est pas juste, ça devrait être clair. Mais la réalité, c'est qu'en fait, si c'est pas clair, c'est pas clair, c'est tout. Et mon rôle, c'est clarifier. J'espère pas avoir parlé dans le vide. Dans tous les cas, je suis sûr que non. Parce que dans tous les cas, ça sera utile. Merci de m'avoir écouté tous ces 36 minutes et quelques. Et si vous avez des questions, commentaires, messages, et je me ferai un grand plaisir d'entamer la conversation avec toi. Ciao!